avons l'honneur d'accueillir M. Jean-Pierre Noutoum, qui est le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Bonjour, M. Noutoum. Bonjour, Mme Lozon. Je tiens à vous présenter parce que les gens ne vous connaissent pas toujours. Alors, je voudrais lire ce que j'ai pu apprendre sur votre parcours. Alors, vous êtes titulaire d'un diplôme approfondi de cinétique chimique appliquée de l'Université de Paris 6 et d'un MBA en management avec une formation complémentaire en finances publiques et gestion d'entreprise de l'Institut de l'économie et des finances de Libreville du Gabon. M. Noutoum a travaillé pendant 6 ans pour le ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole du Gabon comme chargé d'études, puis comme directeur des études provisionnelles, prévisionnelles, économiques et financières. En 1996, il rejoint l'Institut de la francophonie pour le développement durable au Québec en qualité de spécialiste de programme pour les politiques énergétiques. Il possède également une grande expérience de travail avec les organisations internationales, comme par exemple la Banque mondiale, ainsi qu'avec le système des Nations unies et une expérience pratique des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. En 2015, M. Noutoum devient le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc, merci beaucoup d'accepter de tourner un balado avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Comme peut-être certains de nos auditeurs ne connaissent pas l'Institut de la francophonie pour le développement durable, j'aimerais ça que vous leur parliez de l'Institut. Qu'est-ce que c'est et quelle est sa mission? Alors, merci, Mme Lozon, de donner l'opportunité de présenter cet îlot de francophonie au sein du Québec. L'Institut de la francophonie pour le développement durable est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Il a été créé sur le papier lors du sommet de Québec en 1987 et a commencé ses activités en 1988. Donc, nous avons fêté les 30 ans de l'Institut l'année dernière. Déjà? Oui. Alors, l'Institut a initialement été créé sous le nom de Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français, IEPF. Sa mission originale était d'accompagner les États membres de la francophonie, les États en développement, dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique énergétique. Parce qu'il avait été observé que les pays de la francophonie en développement n'ont pas su réagir, n'ont pas su s'adapter aux deux principaux chocs pétroliers des années 70. Alors que les pays du Nord ont mis en place des politiques, ont créé des agences, etc. Les pays en développement étaient complètement vulnérables par rapport à ces chocs pétroliers. L'Institut avait donc cette mission de les accompagner. Lorsque le sommet de la Terre s'est tenu en 1992 à Rio, après le sommet de la Terre, auquel la francophonie a quand même participé de façon active, les missions de l'Institut ont été élargies pour tenir compte également du suivi des 3 principales conventions qui étaient issues de Rio. L'Institut est donc devenu en 1996 Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie. Et à l'issue de Rio plus 20, où le constat a été fait que les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas été atteints et qu'il fallait leur substituer d'autres objectifs qui étaient des objectifs de développement durable, les ODD. L'Institut a pris, les chefs d'État et de gouvernement de nos pays membres ont décidé, lors du sommet de Kinshasa en 2012, que l'Institut deviendrait l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc ces missions aujourd'hui, c'est accompagner la transition énergétique et les programmes de développement durable au sein de ces États membres. Et ces moyens d'action sont la formation des professionnels en activité, la mise à disposition de l'information technique en français, la mobilisation de l'expertise francophone et des réseaux, et enfin, la réalisation de projets qui sont soit des projets de démonstration ou alors des projets à l'échelle lorsque le budget le permet. Et combien de pays sont visés par vos missions? Alors, initialement, nous parlions principalement des pays en développement, mais plus récemment, avec la mission de développement durable, tous les pays et gouvernements membres de la francophonie sont concernés, c'est-à-dire les 88. Oui, donc ils sont nombreux. Alors, comment vous pouvez déployer le développement durable au sein des pays de la francophonie?
Alors, ce déploiement du développement durable est un vaste programme Oui, et ambitieux. c'est ambitieux, c'est un programme je dirais, de long terme. Oui. Euh, à l'Institut, nous avons coutume de dire que tous les pays du monde sont des pays en voie de développement durable. Ah, c'est une belle image. C'est une belle image. Et ce qui fait que le déploiement, comme je le disais, est une perspective de très long terme. Depuis plusieurs années, des pays ont pris des engagements à l'échelle internationale. Euh, vous avez déjà les accords de Rio, donc l'accord sur la protection de la diversité biologique, l'accord sur le climat et sur la désertification. Ces principaux accords, qui sont des accords liés à l'environnement, nécessitent des programmes de mise en œuvre. On a déjà commencé à implémenter la mise en œuvre sur le terrain dans les pays. Mais ces accords ne sont toujours pas aboutis. Et tous les pays n'ont pas encore trouvé les mécanismes pour les faire aboutir. Aujourd'hui, avec l'accord de Paris sur le climat, adopté en 2015, et également l'accord sur les ODD, les objectifs de développement durable, et le programme 2030 des Nations Unies, il y a un gros travail qui est, après l'adoption de ces accords, il y a un gros travail qui est dans l'opérationnalisation, la mise en œuvre de ces accords. Et beaucoup de réunions internationales portent sur cette opérationnalisation. Et la francophonie joue sa partition en fournissant aux États et gouvernements membres des programmes de formation et des outils méthodologiques qui leur permettent de faciliter ou d'accélérer la mise en œuvre. Mais c'est vrai que le développement durable est un objectif, je dirais, ultime, que continue et que nous n'atteindrons pas demain. Non, mais on est en voie de. Et en parlant d'en voie de, est-ce que vous avez des exemples de pays qui ont apporté et implanté le développement durable, donc des bons exemples, et aussi les pays en voie d'atteindre le développement durable, ou qui sont sur la bonne voie, si on peut dire? C'est une question difficile. Oui. Loin de moi, peut-être l'idée d'accorder des satisfecits ou des bons points à nos États membres. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, au sein de la francophonie, nous avons initié une sorte de rapport qui vise non pas à classer ou à classifier les pays, mais qui vise surtout à ressortir dans chacun de nos pays membres les bonnes pratiques ou les meilleures pratiques qui peuvent inspirer d'autres pays. Et en matière de développement durable, on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Ah oui. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas classé des pays comme la classification traditionnelle en meilleur, moins bon, etc. Oui. Pour ne pas décourager aussi voilà, chaque pays. Tous sont sur la même la ligne de départ et tous ont amorcé ce départ-là. Et notre mission à nous consiste à les accompagner dans la mise en œuvre en leur fournissant les outils nécessaires. C'est un bel exemple de votre engagement au sein de la francophonie. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous faire part concernant la lutte au changement climatique au sein de la francophonie? Oh, oui. Je suis plus à l'aise avec les exemples concrets qui émanent de ce que nous faisons nous. Oui. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'au niveau des États eux-mêmes, il y a parfois une appropriation de la lutte contre le changement climatique, donc, et l'apport d'une réponse adaptée. Vous avez certains pays comme la France, comme le Maroc, ou comme même le Burkina Faso, pour ne citer que cela, mais il y en a tellement d'autres, qui ont déjà décidé d'adopter la transition énergétique, le virage vers les énergies vertes. La France a récemment inauguré un énorme complexe d'énergie solaire. Le Maroc également, la plus grosse centrale solaire d'Afrique. Dans le désert, ils sont choyés avec le soleil. Exactement. Le Burkina est en train de marcher aussi sur... Ce sont des pays qui prennent le leadership sur cette question-là et qui décident de faire des transformations à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais vous avez également des coopérations bilatérales qui jouent et d'autres coopérations multilatérales. Pour ce qui nous concerne, nous, au niveau de la francophonie, nous avons des exemples concrets d'actions menées pour la lutte contre le changement climatique. Je vais vous en citer quelques-unes qui sont de l'IFDD.
L'IFDD aide à la préparation des négociateurs sur le climat. Ça n'a pas l'air concret, mais je peux vous assurer que c'est très très concret, parce que pour aller discuter sur des forats internationaux des positions respectives des pays membres, il faut connaître les dossiers. Donc nous avons initié cela et nous avons même fait des formations de négociatrices à l'initiative du Canada, qui voulait que nous formions spécifiquement des femmes. Oui. Nous avons donc formé des négociatrices, un programme financé par la France et par le Canada. Une fois que ces formations sont faites, nous accompagnons ces négociateurs et trices sur le lieu de négociation, donc lors des conférences des parties, par la mise à disposition d'un pavillon de la francophonie qui accueille une quarantaine d'événements chaque fois, qui abritent les conférences des pays, qui abritent également certains événements organisés par des partenaires. Nous fournissons également un guide des négociateurs, qui est un outil plébiscité par tous et rendu tellement pertinent qu'il a été conçu pour la francophonie, mais on le traduit aujourd'hui dans d'autres langues. On le traduit en anglais, on le traduit en espagnol, il a même été traduit en arabe. Donc c'est un guide et certains enseignants des universités l'utilisent comme support de leurs cours sur les négociations internationales. Et au-delà de ces guides et de ces négociations, nous essayons maintenant d'avoir une emprise sur le terrain. Nous avons, à l'initiative du gouvernement du Québec, nous sommes partenaires d'une initiative jeunesse contre le changement climatique, initiative financée par le gouvernement du Québec et pour laquelle nous sommes un des partenaires. Nous avons également accompagné une démarche de femmes contre le climat qui consiste à appuyer des femmes rurales dans la réalisation de micro-projets dans leurs localités respectives qui aident à la résilience face au changement climatique. Et même à l'interne, au niveau de l'OIF elle-même, l'Organisation internationale de la francophonie, la nouvelle administratrice, Mme Catherine Cano, vient d'initier un programme qu'elle appelle le plan vert de l'OIF, qui consiste à rendre l'organisation elle-même exemplaire en matière de lutte contre le changement climatique. Carboneutre, j'imagine. Exactement. Donc ça va être quelque chose qui va commencer à se déployer en 2020 et qui, au fur et à mesure des années, gagnera en intensité et en activité. Mais nous avons également l'ambition, qui n'est pas encore réalisée, je l'avoue, nous avons l'ambition, depuis que nous sommes devenus partenaires du Fonds vert pour le climat, partenaires de mise en œuvre, nous avons l'ambition de passer à l'échelle et d'accompagner nos pays membres, d'abord dans l'établissement de ce qu'ils appellent les readiness, c'est-à-dire la conformité. Oui, le départ, la base, le niveau de base, s'assurer que pour amorcer, voilà, le pays est vraiment prêt à engager un programme avec le Fonds vert. Donc tous les mécanismes institutionnels et les mécanismes financiers, cette étude-là permet au Fonds vert de se rassurer pour savoir que ce pays est prêt à recevoir un financement du Fonds vert. Et ce Fonds vert, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, il ne s'agit pas du Fonds vert du Québec, mais du Fonds vert des Nations Unies. Le Fonds vert climat des Nations Unies. Donc nous sommes dans ce processus-là avec le Fonds vert. Donc je pense que les prochaines années verront une implication de plus en plus active de l'IFDD sur le terrain en accompagnement des pays membres et surtout en accompagnement de la mobilisation de financement pour ces pays. Donc, je me demandais si les pays membres étaient outillés pour l'implantation du développement durable, mais vous venez de répondre en disant toutes les mesures et tous les outils, les guides que vous avez élaborés pour les accompagner. Certes, mais j'avoue que cela ne suffit pas. Vous savez, le développement durable est compliqué. Et c'est quelque chose de systémique. Et en fait, tous nos pays, ne sont pas nécessairement outillés pour faire ce passage de façon brutale. C'est un passage qui se fera... Regardez même nos administrations. Nous avons initié un programme avec l'École nationale d'administration publique du Québec, l'ENAP, qui vise à appuyer
les autres écoles d'administration de nos pays membres, notamment dans les pays africains, pour leur donner les premiers éléments de cours sur le développement durable. Ah, ouais. Et il s'est trouvé que la demande est très très forte là-dedans. Pourquoi? Parce que toutes nos administrations ne sont pas équipées, elles sont sectorialisées, et le développement durable, lui, il n'est pas sectoriel, il est systémique, il est systémique, il est transversal. Ouais. Et donc, il va falloir que toutes les administrations de nos pays membres apprennent à avoir cette culture de transversalité pour travailler vis-à-vis du développement durable. Oui. Et là, c'est un travail important que nous devons faire avec les administrations, mais également avec les instituts de formation et même avec les entreprises. C'est la culture de transversalité, vous Exactement. avez raison de le dire, parce que c'est ce qu'on constate toujours quand on parle de développement durable, par rapport à ces 3 volets, et même 4e. Hein, je pense que dans certains cas, il y a le 4e volet de la culture. Volet culturel, tout à fait. Je me suis fait dire un jour par une personne, un pays en voie de développement, que la question du développement durable était un luxe des pays développés. Est-ce que vous pensez que c'est une pensée répandue? J'espère que non. J'espère que ce n'est pas une pensée répandue, parce que ce serait une acception totalement erronée. Aujourd'hui, le développement durable, c'est le changement de nos modes de production et de nos modes de consommation. Et c'est un changement radical. Et ce changement-là implique nécessairement une grande ouverture. Aujourd'hui, nous avons tous les écosystèmes de la planète qui sont en danger. Et peu importe le lieu géographique, que ce soit dans les pays en développement, dans les pays développés, cela signifie que s'engager dans le développement durable implique toutes les personnes qui sont sur cette planète en contact avec ces écosystèmes qui sont menacés, sans compter l'écosystème humain lui-même qui lui aussi est menacé. Aujourd'hui, si vous regardez bien, vous verrez que la croissance économique, la croissance démographique et même la croissance urbaine sont les plus élevées dans les pays en développement. Cela signifie que ces pays, s'ils adoptaient, tous ces pays en croissance, qui sont des pays en développement, s'ils adoptaient le mode de développement des pays dits de la révolution industrielle, mode de développement basé sur la prédation des ressources naturelles et basé sur la pollution de l'environnement, nous n'aurions pas suffisamment d'une seule planète. Nous aurons un très gros problème. Je crois que vous avez raison de citer cet exemple-là. Le Global Print Network nous dit à juste titre que si toute l'humanité vivait selon les standards des Nord-Américains d'aujourd'hui, il nous faudrait 4 planètes pour pouvoir satisfaire nos besoins. Donc cela signifie que même les pays en développement ont besoin d'emprunter la voie du développement durable, sinon nous allons courir à une catastrophe sur l'ensemble de la planète. Ultimement. Tout à fait. Comment le transfert de connaissances des pays développés, dits développés, vers les pays en voie de développement ou en développement, comment se fait ce transfert de connaissances en développement durable? Alors, c'est assez... je n'ai pas de statistiques sur le transfert de connaissances, mais dans notre métier, nous constatons tout de même que nous avons affaire à des interlocuteurs dans les pays en développement. Nous avons affaire à des interlocuteurs bien formés et de très bon niveau. Je pense que le processus se fait normalement de transfert de connaissances. Ce qui ne se fait peut-être pas suffisamment, c'est la mise à l'échelle. C'est le fait de sortir le développement durable des institutions ou des administrations spécialisées et de l'emmener vers le grand public. Et nous l'avons initié, par exemple, avec des formations en ligne, des CLOM en français, des cours en ligne ouverts et massifs. Ah, ce qu'on appelle en anglais MOOC. Les MOOC. Oui, c'est la première fois que j'entends l'expression, l'acronyme en français. Oui. Pouvez-vous répéter? Là, le CLOM. Les CLOM.
Les cours en ligne, ouverts ouverts et et massifs. massifs, c'est ça. Alors, nous avons initié, et le dernier CLOM que nous avons fait sur le développement durable a quand même eu 10 000 participants, plus de 10 000 participants, et a couvert plus d'une centaine de pays, c'est-à-dire qu'au-delà des pays de l'espace C'est francophone. excellent. Donc, cela signifie que le développement durable, pour nous, est aussi un moyen d'étendre la culture francophone. Mais pour revenir à votre question sur le transfert de connaissances, je pense qu'il nous faut encore agir sur les enseignements primaires, secondaires et autres. Il nous faut agir sur diverses couches de la société et pouvoir inculquer le développement durable dès le plus jeune âge. Mais au-delà de cela, je pense que ce qui pose le plus de problème pour les pays en développement, ce n'est pas tant le transfert de connaissances, mais c'est plus le transfert de technologie. Le transfert de technologie qui, lui, est quand même, a été ressorti de façon explicite, même dans l'accord de Paris, et pour lequel il y a encore plusieurs discussions en cours. Donc, ça se poursuit. Ça se poursuit. Okay. Est-ce que, au sein des pays de la francophonie, la responsabilité sociale d'entreprise est abordée, puis où on en est? Alors, nous, à l'IFTD, nous avons travaillé sur la RSE, et au sein de l'OIF également, il y a des programmes sur la RSE qui abordent celle-ci souvent sous différents angles. Nous l'avons abordé sous l'angle de l'environnement, nous l'avons abordé sous l'angle de la fiscalité, et nous l'avons également abordé sous l'angle de la compréhension plus générale de la gestion des territoires. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'accord international sur la RSE. Il y a peut-être quelque chose qui s'en approche, c'est la ISO 26000, hein, qui intègre les principes de la responsabilité sociale d'entreprise. Effectivement, il y a la norme ISO 26000 et vous avez même, je crois, l'article 47 de la déclaration de Rio Plus 20 oui. qui aborde un peu la RSE. Toutefois, il n'y a rien de contraignant pour le moment. Non. Il n'y a aucune contrainte là-dessus. Et beaucoup d'entreprises sont plutôt, je dirais, volontaires et s'engagent sur la voie de la responsabilité sociale pour faire une différence, je dirais, une différence de marketing et pour se positionner par rapport aux autres. Nous-mêmes, nous avons travaillé dessus pendant un certain temps et peut-être nous allons continuer à travailler sur la RSE avec des partenaires comme le réseau Normes et Francophonie. C'est souvent, en fait, c'est sur une base volontaire, hein, quand on pense à la norme ISO 14000, ISO 20000, c'en est une, ISO 50000 aussi pour la gestion de l'énergie. Et je pense que les entreprises ont réussi à implanter de belles pratiques à travers ces normes hein, qui ont été très utiles. Est-ce que vous diriez que les entreprises au sein des pays de la francophonie ont réussi à établir de bonnes pratiques en développement durable? On ne peut pas dire ça encore. Non. C'est notre souhait ultime, oui. Mais je pense que nous avons encore les mêmes résistances que l'on observe avec les administrations ou bien d'autres types d'institutions. On les trouve au sein de l'entreprise et beaucoup de chefs d'entreprise prennent encore aujourd'hui la nécessité de se tourner vers le développement durable comme une contrainte qui leur est imposée, alors que nous avons plutôt tendance à les amener vers l'acception que c'est plutôt une opportunité, des opportunités à saisir et pour se positionner sur un marché extrêmement concurrentiel. Au niveau de l'entreprise, ça bouge doucement, mais c'est en train d'évoluer. Nous l'avons vu déjà, je citais le cas de l'énergie. Beaucoup dans nos pays membres, vous avez plusieurs entreprises, que ce soit des commerçants ou bien des équipementiers, qui se sont orientés vers des équipements de plus en plus efficaces sur le plan énergie. Ça signifie que c'est amorcé. Hein, la mayonnaise tarde encore à prendre,
mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et d'ailleurs, à cet effet, nous comptons organiser à l'occasion de, ici à Québec, nous comptons organiser à l'occasion de la journée de la francophonie de 2020 une rencontre ou un colloque basé sur l'entrepreneuriat vert et sur le développement durable, de façon à laisser la parole aux entreprises qui vont elles-mêmes témoigner de leur virage vert et du fait que ce virage vert est plutôt bénéfique pour les affaires également et peut permettre d'avoir un impact positif sur le chiffre d'affaires. Je suis en train de collecter quelques exemples d'entreprises québécoises et peut-être même on vous sollicitera pour... Oui, avec plaisir. Puis, probablement que vous savez, M. Noutoum, que nous posons toujours 5 questions un peu plus ludiques à la fin de nos balados, en commençant par la première qui est « Quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? » J'ai plutôt une expression. Oui. C'est expression politique de développement durable. Ça a l'air très neutre comme ça, mais lorsque je la décompose en politique d'un côté et développement durable de l'autre, c'est déjà beaucoup moins neutre, parce que la plupart des personnels politiques, je dis bien la plupart auxquels nous faisons face, réfléchissent très très souvent en termes d'urgence et en termes de priorité de très court terme, marqués par, je ne sais pas, des échéances électorales ou autres, tandis que le développement durable, c'est vraiment un autre processus, c'est un processus de plus long terme, où même l'initiateur ne sera pas nécessairement le bénéficiaire de la politique qu'il aura implantée. Donc, souvent, dans l'exercice quotidien, on rencontre souvent ça et ça m'amuse parfois. Oui, c'est intéressant, effectivement, la vision long terme. Et dans les personnages ou les personnes qui vous inspirent le plus en développement durable, que ce soit au sein de la francophonie ou ailleurs? Ah, mon Dieu. Il y en a beaucoup, hein? Il pourrait y en avoir beaucoup. Et vous savez, un de mes amis me disait qu'il fallait apprendre à ne pas citer ses amis parce que ceux qui n'entendent pas leur nom pourraient difficilement... Mais il y en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup de précurseurs en matière de développement durable et même actuellement. Mais au-delà des personnes, moi j'ai plutôt, je dirais, beaucoup de sympathie ou d'admiration pour certains peuples ou certains groupes humains, souvent classés de primitifs, mais pour qui le rapport avec l'environnement n'est pas un rapport de suggestion de la nature, mais un rapport de respect mutuel. Et ces peuples-là ont appris à faire avec l'environnement plutôt que de le soumettre. Et ils avaient compris depuis des millénaires ce développement durable que nous essayons de comprendre depuis juste seulement 40 ans. C'est plus vers ça que je... C'est très beau, c'est inspirant. Et quelle est, sur une échelle de 1 à 10, où vous croyez que la planète en est en termes de développement durable? Si j'en crois les scientifiques du GIEC, nous sommes à une époque critique où les décisions doivent être prises rapidement. Alors, je ne sais pas si le 10 c'est la meilleure note. Oui, c'est la meilleure note. On est très loin du 10 actuellement et je crois qu'on serait plutôt en dessous du 5 ou du 4. Donc, il est nécessaire de prendre des décisions urgentes et je crois d'ailleurs que c'est le thème le thème principal de la COP actuelle de Madrid, c'est le temps de l'action. On a beaucoup discuté, si on parle de la COP 25, et celle-ci a lieu tous les 25 ans, enfin tous les ans, cela signifie que nous sommes à 25 ans après la première, et il est temps de passer à l'action en fin de compte. Et je crois qu'il y a un cri du cœur de toutes sortes de populations, toutes sortes d'institutions. Les jeunes se sont mis de la partie. Oui. Vous avez vu toutes les manifestations qu'il y a eu dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, les politiques sont beaucoup plus conscients de la nécessité d'aller vers l'adoption de mesures qu'il faut pour le climat. Et les entreprises aussi devraient y aller. Et de quoi vous croyez que la planète devrait être la plus fière en termes de développement durable, si on pense de façon plus optimiste?
faire prendre? La planète? Oui. De quoi on devrait être le plus fier en développement durable? Par exemple, au Québec, on dit que c'est l'hydroélectricité. Et donc, si on le fait à l'échelle planétaire, qu'est-ce que vous pensez de quoi on devrait être le plus fier? C'est difficile à dire parce que ça dépendra des régions. La région du Québec se prête par exemple très bien à l'hydroélectricité si on reste dans l'énergie. La région du Sahel devrait capter l'énergie du soleil et d'autres régions, celles de la mer. Nous avons 1000 façons d'agir et je pense que pour tout le personnel et pour tout le monde qui est impliqué dans le développement durable, il est important pour nous plutôt de faire le recensement de tous ces leviers que nous avons et faire en sorte que ces leviers soient tous actionnés. J'ai appris récemment que même notre façon de nous alimenter devait également changer, que nous devrions manger moins de viande et que peut-être les protéines du futur ne viendront pas de la viande mais viendront des insectes. C'est des radicalités, c'est des changements radicaux. Je n'aimerais peut-être pas vivre ça encore, mais ces changements radicaux participent de cette évolution et puis de cette envie de garder notre planète en bon état pour les générations futures. Et notre dernière question, c'est entre un arbre, un animal ou une plante, en quoi vous souhaiteriez être réincarné si c'était possible? Si c'était possible, hein? Oui. Je crois que si c'était possible, je ne voudrais pas être réincarné. je crois que, tout comme aujourd'hui on parle de dématérialisation, pour ce qui concerne le développement durable, en disant que c'est l'une des bonnes pratiques du développement durable, je crois que la désincarnation aussi serait une des bonnes pratiques, peut-être même l'aboutissement du développement spirituel. Oh, donc, oui, mais c'est intéressant. C'est devenir un pur esprit et plutôt que de revenir de revenir incarné à dans un nouveau. corps. Mais c'est très joli. Merci beaucoup de ce beau moment passé avec vous et de cette pensée, votre vision aussi que vous avez accepté de partager avec nous. Merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi. Merci.